Bonjour, je sais que vous allez bien et aujourd'hui on va travailler ensemble le cours de la chimie théorique. Juste ici le chapitre des atomes polyélectroniques. Et donc dans la vidéo précédente, je vous ai déjà montré comment on peut résoudre l'équation de Schrödinger d'un atome à un électron qui gravite tout autour du noyau. Donc aujourd'hui on va essayer de travailler avec cette expression d'Hamiltonien, c'est-à-dire on a ici l'énergie cinétique du noyau, on a l'énergie cinétique des électrons, on a énergie potentielle ou bien interaction noyau-électron. Ici, on a énergie cinétique ou bien interaction électron-électron. Donc, si on applique donc l'approximation de Born-Oppenheimer, donc en disant que l'énergie cinétique donc la masse du noyau est beaucoup plus grande à celle des électrons. Donc, d'après Born-Oppenheimer, donc cette expression de l'énergie cinétique du noyau va être négligée. Donc, regardons ici. Voilà alors l'expression donc d'Hamiltonien. C'est on va rester avec l'énergie cinétique de l'électron qui est égale à moins la somme de h bar au carré, c'est 2 fois la masse de l'électron fois la Laplacienne moins la somme du numéro atomique Z, fois l'électron au carré sur 4 et puis fois epsilon 0 fois le rayon au carré. Ça c'est l'interaction noyau-électron. Donc ici c'est la somme de la somme donc de l'électron au carré c'est 4 pi epsilon 0 R I J. C'est ce qu'on appelle le terme biélectronique. Donc le but c'est de pouvoir donc trouver les énergies propres de l'équation de Schrödinger, comme l'équation de Schrödinger qui est égale à au Hamiltonien qui agit sur la fonction d'onde qui est égale à l'énergie propre et n agissant sur la fonction d'onde psi. Donc on cherche à trouver les énergies propres et n. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas là? Vous le voyez très bien. Si on continue un petit peu à voir, donc pour pouvoir résoudre l'équation de Schrödinger pour le cas des atomes électroniques, donc cette expression, ce terme biélectronique, il va rendre les choses très compliquées parce que c'est juste une interaction qui va être faite entre les électrons et les électrons. Regardez par exemple ici, et je vais vous montrer un petit peu l'exemple. On a ici le noyau ici de l'atome quelconque avec les électrons qui gravitent tout autour. Regardez ici, on a les électrons ici. Ça, lorsqu'on a un électron, ça c'est un électrogénoïde. Pour lui, donc la résolution de l'équation de Schrödinger, c'est pas un problème, c'est pas compliqué. Alors imaginez, on a une autre ici, on a une autre couche. Si on a une autre couche qui a bien sûr qui a eu des autres électrons qui gravitent ici, voilà, ça reste très compliqué. Lui ici, il y a une force, il y a une énergie potentielle entre l'électron et le noyau avec l'autre électron ici. L'électron d'ici, il y aura une interaction. L'électron d'ici, il va y avoir aussi une interaction noyau-électron. Ici, il va y avoir des interactions électro-électron. Regardez ici, interaction électro-électron et interaction comme ça. Vous voyez que le système sera trop compliqué. Donc le système dans lequel il y a l'énergie potentielle électron, donc ça va pas être facile de résoudre l'équation donc de Schrödinger. Vous voyez ici, voilà l'expression. Donc l'atome d'hydrogène et les ions d'hydrogène sont les seuls systèmes atomiques pour lesquels il est possible d'obtenir quand même des fonctions d'onde exactes par la résolution directe des équations de Schrödinger. Pour l'atome qui a beaucoup d'électrons, vous voyez qu'il y aura toujours des difficultés qui proviennent du terme biélectronique, c'est-à-dire la somme, cette somme de la somme, tu vois, E carré sur 4 pi epsilon 0 R I J. Donc c'est une interaction qui est entre des électrons, électron I et électron J. Donc ce système biélectronique qui va rendre l'équation de Schrödinger vraiment impossible. Donc ce terme est en fonction des coordonnées de des électrons, comme je viens de vous le dire. La séparation des variables devient impossible, quel que soit le système de coordonnées choisi. Il est donc nécessaire d'utiliser les méthodes d'approximation.
Donc, dans ce cas-là, il faut chercher donc le type de méthode qu'il faut appliquer pour que l'équation de Schrödinger soit résolvable, ou bien fait qu'on puisse trouver donc les énergies propres du fonction d'onde. Donc, il ne faut pas toujours oublier. Donc, on garde le même équation. C'est le hamiltonien qui agit sur la fonction d'onde psi, qui est égal aux énergies propres agissant sur la fonction propre. La fonction propre psi n. C'est toujours ça. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, donc pour le cas des atomes polyélectroniques, il faut toujours appliquer donc l'approximation des particules indépendantes. L'approximation des particules indépendantes, c'est-à-dire qu'on va négliger les interactions qui sont entre les électrons et électrons. Quand même, on sait tous que ces interactions vont un petit peu contribuer, bien sûr que oui, mais si ces interactions, si on tient compte de ces interactions, franchement, on ne pourra rien faire, on ne pourra jamais trouver les énergies propres de la fonction propre de l'équation de Schrödinger. Donc, regardez ici. À cause de ce terme de répétition, je parle des termes électroniques, on ne sait pas résoudre l'équation aux valeurs propres d'un atome à plusieurs électrons. Alors, on fait appel à des résolutions approchées. Parmi donc ces modèles proposés pour la description du système, donc on doit citer juste le modèle à particules quand même indépendantes. Voilà, il est ici. Ce modèle il va juste aider à négliger ces interactions électro comme je viens de vous le dire. Voilà, si on néglige les interactions quand même qui sont entre les deux électrons, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que j'avais juste ça, l'équation de départ, c'est ça. Le Hamiltonien, c'est juste l'énergie des électrons, parce que l'énergie cinétique et noyau a été négligée. Il y a l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, oui. Noyau électron plus l'énergie potentielle électron. Cette fois-ci, par l'application de l'approximation de particules indépendantes, ce terme, il va être négligé. Lui, il va pas retourner. On l'efface. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va rester avec quelque chose qui est comme ça. Donc, dans ce cas-là, le Hamiltonien sera de cette forme. Il sera de moins la somme, donc h bar au carré, si deux fois la masse fois l'électron fois la place chez I, d'accord, moins la somme, d'accord, du numéro atomique Z de l'atome fois l'électron au carré, c'est 4 pi epsilon 0 RI. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il est possible de mettre en évidence la somme. Si je fais la somme comme ça, si je mets comme ça la somme, je reste avec quoi? Moins h bar au carré, si d fois la masse de l'électron, la place I, moins, d'accord, le numéro atomique Z au carré, c'est 4 pi epsilon 0 RI. Vous voyez, je reste ça, avec ça. Donc, ce que vous devrez savoir, il faut, donc dans la vidéo précédente, on vous a déjà montré que l'énergie, donc le Hamiltonien d'un hydrogénoïde, il est juste égal à ça, à moins h bar, c'est-à-dire l'énergie cinétique des électrons, énergie cinétique des électrons. Le fait pourquoi j'ai pas mis de la somme? J'ai pas mis de la somme pour l'hydrogénoïde parce que j'ai un seul électron. Mais pour le cas des atomes électroniques, il y aura plusieurs électrons, donc on aura besoin de faire d'ajouter la somme. Donc la place est comme ça, moins Z au carré, c'est 4 pi epsilon 0 RI. Ça c'est le rayon. D'accord? Vous voyez que ça, cette expression, lui, donc c'est le Hamiltonien d'un hydrogénoïde. D'accord? Il faut pas oublier ça. Donc, il faut pas oublier que lui ici, avec cette somme, vous voyez que cette partie qui est ici, à l'intérieur, donc vous voyez que à la fin, je vais finir par trouver quelque chose qui est comme ça. Regardez bien. Je vais finir par trouver que
Donc le hamiltonien, ce n'est que la somme. D'accord? La somme de quoi? Des hamiltoniens des nitrogénoïdes. Somme de l'hamiltonien des nitrogénoïdes. Voilà. Regardez ici. Voilà. C'est pour les hydrogénoïdes. Voilà. 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 Je fais la somme à partir de i égale à 1 jusqu'à n. Ça va dépendre du nombre des électrons. Donc, si le nombre des électrons, donc si le hamiltonien d'une atome polyélectronique en appliquant donc approximation des particules indépendantes, ça veut dire que donc si j'ai un électron, vous voyez que j'aurai le hamiltonien H1. Si j'aurais des électrons, j'aurai donc pour l'atome par exemple, prenons par exemple si j'ai un atome avec par exemple 5 électrons. D'accord? Dans ce cas-là, vous voyez que le hamiltonien, j'aurai un nouveau hamiltonien. C'est quoi? Ça sera la somme de hamiltonien 1 plus hamiltonien 2 plus hamiltonien 3 jusqu'à hamiltonien 5. D'accord? Si je peux appliquer ça pour le hamiltonien, effectivement, oui, il ne faut pas oublier que l'objectif, on cherche à trouver quoi? À trouver l'énergie. Donc, pour l'hydrogène, pour l'énergie des nitrogénoïdes, ce n'est que moins 13,6 fois le numéro atomique au carré sur le nombre avec le nombre quantique n au carré. D'accord? Ça c'est pour un nitrogénoïde. D'accord? Un nitrogénoïde. Donc, vous voyez bien que si l'énergie des nitrogénoïdes, c'est-à-dire d'un atome qui a un être sur la couche autour du noyau, si un être c'est égal comme ça, vous voyez que pour l'atome polyélectronique, son énergie, ce n'est que quoi? Ce n'est que la somme de l'énergie des nitrogénoïdes. D'accord? Dans ce cas-là, pour l'exemple que je viens de vous donner, donc d'un atome possédant quand même 5 électrons, vous voyez que dans ce cas-là, l'énergie I sera l'énergie 1 plus l'énergie 2 jusqu'à énergie 5. C'est ça. Donc, le but de l'application donc de cette approximation des particules indépendantes. Vous voyez qu'avec l'application des particules de l'approximation des particules indépendantes, on arrive à trouver le hamiltonien d'un atome polyélectronique, donc il est égal à la somme des hamiltoniens monoélectroniques. Pour l'énergie aussi, l'énergie d'un atome polyélectronique sera donnée par la somme des énergies monoélectroniques. Et voilà, dans ce cas-là, on pourra un petit peu avancer. Donc la fonction propre de l'hamiltonien H est la fonction décrivant le mouvement des deux électrons. Voilà, 1 et 2. Prenons ça. L'équation aux valeurs propres de l'atome de l'hélium, ça c'était l'exemple qu'on a pu prendre au hasard. Voilà, on a pris l'hélium. Vous voyez que toujours, il y a l'équation de Schrödinger qui se présente comme je vous l'avais déjà montré. Voilà, c'est le hamiltonien H. Agissant si la fonction propre H pour des électrons 1 et 2 pour l'hélium est égale à l'énergie propre de la fonction propre psi. D'accord? Dans ce cas-là, vous voyez que pour les électrons, je dois faire la somme du hamiltonien 1 plus hamiltonien 2. C'est un exemple qu'on va traiter ensemble. D'accord? On va juste appliquer donc les fonctions monoélectroniques. Psi 1 pour le premier électron, psi 2 pour le deuxième électron qui est égal à psi 1 fois psi 2. D'accord? Donc dans ce cas-là, H1 ne va pas agir sur la fonction psi 1 et H2 ne va pas agir que sur la fonction psi 2. D'accord? Dans ce cas-là, l'énergie 1, donc psi 1 fois psi 2 plus énergie 2 psi 1 psi 2, il est égal à psi 1 psi 2. Vous le voyez qu'à la fin, on va juste trouver la somme des énergies, comme je vous l'avais déjà dit. En tout cas, aujourd'hui, on va arrêter par là. On espère que vous avez vraiment bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube et ajouter des likes et partager
nos vidéos. Donc merci énormément, à la prochaine dans une autre vidéo. Merci énormément, bon courage, bonne chance.